Retour sur le plateau de l'émission L'Alekou. Nous allons commencer directement avec notre invité du jour. Monsieur Amawatassan, qu'est-ce qui caractérise, on va dire, vous avez parlé tantôt d'une proposition pour la réforme au niveau de la République. Pourquoi cette réforme? Merci. Le Tchad, devenu République en 1958, devenu État indépendant en 1960, une communauté nationale installée sur ce territoire qui allait devenir la République du Tchad en 1958 et État indépendant et souverain en 1960, il y avait des populations diverses, langues, cultures, civilisations, religions, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, etc. Toute cette amalgame des populations et des communautés ayant leur propre forme d'organisation, de pouvoir et de leur gestion traditionnelle avait été l'objet de la colonisation française qui est arrivée chez nous vers les 1900. Et puis, elle a fondé d'abord le territoire militaire des pays et protectorats du Tchad, rattaché à Lubangui-Chari, capitale Bangui. Et puis, en 1939, après la conquête du territoire du Tibesti, c'est devenu la colonie du Tchad avec le gouverneur Félix Ouboué. Et puis, c'était l'époque des colons où il y a des chefs militaires qui venaient explorer l'Afrique depuis les pays côtiers jusqu'à l'Afrique centrale. Ils créent des camps. Et les camps, on les appelle à l'époque les forts. C'est comme ça que Kokaga, la ville de Sar, aujourd'hui appelée Sar, Kokaga a été fondé Fort Archambault par le colon militaire de la colonie Archambault. N'Djamena aujourd'hui, c'était Fort Lamy, le commandant Lamy, qui a croisé le fer avec Rab, l'aventurier soldat égyptien arabe qui a voulu attaquer le Wadaï, mais il a contourné le Darfour et il est arrivé jusqu'au Wadaï. C'était un état presque le royaume du Wadaï et c'était difficile de l'attaquer. Il a contourné pour passer par le sud, à vassaliser le Bagrimi, le royaume du Bagrimi, et puis dans le pays Sahara, en signant des accords avec le Mbang de BDA. Le Mbang, ce n'est pas un terme Sahara, d'abord c'était Dengar, et puis après avec le Ngon de Léré et les autres chefferies traditionnelles. Et cette colonie est devenue république, comme je le disais, en 1958, et État indépendant en 1960. Mais avant cela, il y avait un texte. La Constitution, c'est quoi? C'est le contrat social que se donne une communauté pour vivre ensemble. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le mot contrat social. Un contrat où tous les membres de la communauté s'entendent sur un certain nombre de règles qui constituent des valeurs communes partagées pour permettre de vivre ensemble. C'est comme ça qu'en sociologie politique et en droit constitutionnel que nous enseignons dans les universités, on appelle contrat social le terme approprié de la Constitution. La République du Tchad, en 1958, elle a eu sa constitution. En 1959, une autre constitution. Et à l'indépendance, elle a eu une constitution où on a parlé d'État laïque. L'État est différent des religions, il ne se mêle pas dans les religions. La liberté de culte, chaque Tchadien et Tchadienne est libre de choisir son adoration. Il y a également les droits et devoirs des citoyens. Oui. Il y a également la forme de l'État qu'on a appris, la construction d'un État unitaire. Toutes les communautés ethniques et tribales devaient constituer la future nation tchadienne. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti avec un État centralisé, fortement centralisé, censé favoriser l'unité nationale et le patriotisme des nouveaux citoyens de la République du Tchad. Monsieur Mamatamat, oui. On va dire, quelle est l'importance d'une constitution pour un pays ou pour un peuple? Très bien. Je vous parlais de contrat social. Oui. C'est un contrat d'abord pour permettre aux gens de vivre. C'est-à-dire que chacun doit se sentir... C'est des engagements, s'il faut le dire. C'est des engagements, exactement. Merci. C'est ça le terme contrat. Oui. C'est-à-dire qu'on s'engage à accepter ces règles fondamentales qui fondent notre vie en commun. On définit les droits de chaque individu, oui, qu'on appelle citoyen, comme il s'agit d'une république. Et puis, les devoirs aussi. Pour la communauté, quels sont les devoirs? On se sacrifie, soit dans l'armée, soit la défense du territoire, de l'intégrité du territoire, par la contribution aussi à la charge publique, selon le niveau de ses ressources. C'est ce qu'on appelle l'impôt. Et puis, des droits, la nation vous protège. Que vous soyez à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, elle a le droit de vous protéger et de vous accorder protection de la République. Et vous avez le droit à l'éducation. Et l'éducation se fait à l'école publique avec une loi d'orientation comme celle que nous avons rédigée en 2006 pour former les citoyens de demain à l'école de la République. Et donc, il y a un certain nombre de valeurs, mais on s'est dit,
quelle serait la forme, la forme. Dès qu'on parle de forme, les juristes ont tendance à parler de fédération ou décentralisation ou État fortement centralisé. Donc ça, c'est la question des formes d'État pour l'organisation du pouvoir. Alors, professeur, pourquoi une nouvelle forme? Bon, parce que les événements... Oui, c'est une très bonne question pertinente. D'ailleurs, je vous remercie pour cette question, parce que à laquelle j'ai déjà eu à aborder, pas seulement pour la République du Tchad, mais dans les pays où j'enseigne, dans les universités, j'ai fait partie des colloques et autres avec les nationaux de ces pays-là pour parler. Quelles sont les règles qui sont indiquées à ces populations dans leur diversité ethnique, tribale et confessionnelle et autres, de continuer à constituer une nation unie. Et donc, pour le Tchad, il était question de construire d'abord la nouvelle République et nouveau État et forme d'organisation de la modernité. On disait que les indigènes devaient être des citoyens de leur propre République. Ça veut dire qu'on entre dans la modernité avec la forme d'État héritée de la colonisation française. Oui. Mais après, il y a eu des contestations. Il y a des Tchadiens qui se sentaient exclus de la gestion de la chose publique, de la gouvernance, et ça veut dire du pouvoir. Et donc, il y a eu des troubles. Oui. Depuis les événements de 1963, à Fort-Lamy, à l'époque Fort-Lamy devenu N'Djamena, où il y a eu des répressions parce qu'il y a eu des gens, le premier président François Tambolbaye a eu à modifier la constitution de 1962 et interdisant le multipartisme naissant de l'époque. Ce qui n'était pas des partis politiques, mais des cellules des partis politiques de la métropole en France. Parce que le territoire n'était pas encore indépendant. Mais après son indépendance, il a dit, selon lui, que pour construire l'unité, si on devait accepter le multipartisme, les Tchadiens avec leur ethnie et leur tribu, avec un nord de culture arabo-musulmane et un sud de culture l'autre négro-chrétienne et française, on ne pourrait pas, si on permet les partis politiques, tout de suite le chantier de l'État uni va s'effriter. Les gens vont se replier sur leur ethnie et leur forme d'organisation. Et donc, il a instauré le parti unique. Son parti, qui était une section du RDA, le Rassemblement démocratique africain, créé par Houphouët-Boigny à Bamako en 1946. Tambolbaye est le représentant de la cellule du RDA au Tchad. C'est devenu PPT-RDA, Parti progressiste tchadien, section du Rassemblement démocratique africain. Et donc, et après, c'est devenu le seul parti unique. Et les autres ont manifesté. Il y a eu des répressions à Fort-Lamy, au canal Saint-Martin à côté. Et puis après, il y a eu des événements qui se sont succédés avec l'incompréhension du prélèvement de l'impôt des indigènes qui ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'est les sudistes Sahara qui ont accepté l'Église, héritiers de leur patron, les Blancs. Et ils sont en train de nous dominer en prélevant nos chèvres, nos cabris et notre mille. Ils ne comprenaient pas qu'il s'agit de l'obligation citoyenne. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la citoyenneté. Personne ne les a encore enseignés. Et ils prenaient ça comme une force des gens qui ont eu le pouvoir pour leur voler leurs biens. N'oubliez pas que c'était dans un contexte d'ignorance, d'analphabétisme, mais surtout de misère et de pauvreté. Et donc c'est parti jusqu'à la création de Frolina en 1966 et jusqu'aux accords de Khartoum de 1978 entre la branche du Frolina dirigée par un certain Hissène Habré qui s'appelait Conseil de commandement des forces armées du Nord. C'est Stéphane avec Hissène Habré et Maman Nouri, toujours vivant encore, qui vient d'arriver, je pense. Et avec Mamari Ngakinar, entre-temps, les militaires avaient renversé le 13 avril 1975 le président François Tambolbaye, devenu Ngarta Tambolbaye en 1971. Et donc, c'est comme ça que l'accord de Khartoum a donné une nouvelle constitution qu'on appelle charte fondamentale, faisant un partage politique et structurel et officiel et légal entre les gens du Nord et les gens du Sud. Le militaire Hissène Habré est devenu presque autoproclamé, le dirigeant des gens de culture arabo-musulmane du Nord, premier ministre. Maloum, président de CSF, devenu président de la République. Monsieur Mamata, c'est trop bien, hein, c'est toute l'histoire, là, on apprend beaucoup ce matin. Oui. Parlant tantôt, vous avez placé un mot, modification. Absolument. Alors, on va dire que le Tchad a connu plusieurs constitutions. Oui. Pourquoi on n'arrive toujours pas à une stabilité? Formidable. Les jeunes, vous vraiment, vous m'épatez par votre compétence. Je ne le dis pas à ce plateau pour vous faire plaisir. Moi, j'aime les gens intelligents. En enseignant, c'est comme ça. Un enseignant aime ses étudiants qui comprennent. Cette question est fondamentale sur ce plateau-là aujourd'hui de la matinale. Pourquoi, malgré les modifications qu'on a connues des différents textes constitutionnels, on n'a pas encore eu la stabilité et la paix définitive et surtout le mieux vivre ensemble dans la réconciliation des cœurs et des esprits? C'est dû. Est-ce que c'est parce que les textes n'ont pas été bien rédigés? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bien fait le diagnostic du mal
que vit le Tchad et son peuple, ou bien c'est parce que les formes choisies ne sièdent pas à la structure du Tchad et de sa diversité. On a opté pour un État unitaire fortement centralisé pour construire l'unité nationale. Ça a favorisé la dictature ou l'autoritarisme de Tombourbay, après suivi par Hissène Habré et autres, c'est plutôt cela. Ça n'a pas permis de prendre en compte les diversités économiques, sociales, périphériques. On est arrivé jusqu'en 1990 avec l'arrivée du mouvement patriotique du salut avec Idriss Déby, le défunt maréchal du Tchad, paix à son âme, et on est allé à la conférence nationale souveraine. C'était le grand forum que le Tchad ait connu après Doba, Abéché, Doba et autres, et Khartoum, et autres formes de rencontres où Lagos 1, Kano 2, Kano 1, et le Gounte de Goukouni Ouadé toujours vivant. On est arrivé en se disant à la conférence nationale, on a mis plusieurs jours pour discuter de la forme de l'État. Est-ce qu'il nous faut un État fédéral? C'est-à-dire avec un État fédéral, l'État fédéral en Djamena, mais au niveau périphérique, les préfectures ou les anciennes 14 préfectures, ou bien un nouveau découpage mettant ensemble des gens proches culturellement, linguistiquement et confessionnellement pour qu'on crée des États fédérés en leur transmettant des compétences politiques, c'est-à-dire en leur reconnaissant l'autonomie politique, un contrat entre l'État fédéral et les États fédérés, comme ça a été dans d'autres contrées comme les États-Unis, ou bien est-ce qu'il faut un État décentralisé? Et au débat, à la conférence, on a fait un consensus. Pour continuer à vivre ensemble, on a choisi la forme décentralisée à la française, où l'État central transfère des compétences aux collectivités locales territoriales, qu'on appelle les communautés rurales au niveau cantonal, communes au niveau des centres-villes, et les communautés départementales et les communautés régionales. Donc, et avec des conseils, élus par des conseils, une sorte de parlement local, mais qui ne vote pas des lois. Professeur, à vous entendre parler, maintenant, on est dans une période de transition. Oui. Voilà, il y a des politico-militaires qui ont accepté de venir participer au dialogue national inclusif et également apporter leur pierre à l'édifice de la nation. Tout à fait. C'est pourquoi il est nécessaire maintenant de retoucher, sinon de modifier la Constitution, parce que c'est des engagements. S'ils s'engagent à venir au Tchad travailler, apporter leur pierre de contribution, ça veut dire qu'il faut nécessairement une constitution. Prendre en compte, non. Maintenant, nous ne sommes pas dans le contexte de la Constitution, nous sommes dans une charte de transition qui a été édictée après la mise en place du Conseil militaire de transition. Et ils ont réclamé la modification de cette charte en disant il faut mettre dans notre contrat social la charte que les gens de la transition, les parlements de transition et le gouvernement de transition, les acteurs de la transition, comme c'est eux qui vont organiser les élections, ils ne peuvent pas être juges et partis. Il faut inclure un article leur interdisant d'être candidat aux premières élections après à l'issue de la transition. Il faut aussi mettre des conditions comme ça. Donc, il y a eu des conditionnalités. Maintenant, c'est le dialogue qui va définir. Parce que le dialogue va définir une nouvelle charte, mais définir le projet. J'ai dit bien projet, écoutez bien le terme. C'est un projet de constitution, parce que la constitution est votée par le peuple. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est les Tchadiens, par référendum, Tchadiens et Tchadiennes qui vont voter la future constitution, qui devait être le nouveau contrat social devant régir la vie future du Tchad et des Tchadiens. Et c'est sur la base de la nouvelle constitution qui sera issue du dialogue national inclusif, soumis au référendum, que si c'est voté, que ça sera le nouveau texte régissant le Tchad de l'avenir et surtout les futures élections libres et démocratiques permettant aux Tchadiens, détenteurs de la souveraineté nationale, pour la première fois, de choisir qui va présider à leur destinée et à leur vie et quels sont les organes de contrôle à mettre en place, notamment le Parlement. Parce que n'oubliez pas que le Parlement contrôle l'exécutif, vote les lois pour légalisant la gestion de l'État par l'exécutif et surtout représente la nation. Donc ça, c'est des choses qui vont être débattues et si c'est voté, c'est à partir de cette nouvelle constitution que les élections vont être organisées avec de nouveaux textes et les institutions légitimes seront mises en place. Merci beaucoup, Monsieur Ahmad Hassan. Nous allons passer à la seconde rubrique.